avec vous au sujet. Attendez, j'ai compris. Vous m'entendez là tous? Oui, j'ai lancé Donc, l'enregistrement, mais voilà. Au sujet donc d'une sensibilisation face aux diverses menaces engendrées par les cyberattaques, qui est un phénomène qui malheureusement tend à s'amplifier et qui continuera de la sorte. Il n'y a pas de raison dans un secteur comme le vôtre qui est actuellement en situation d'hyper-compétitivité. Vous êtes un peu victime de votre succès, si j'ose dire. Victime de votre succès, et ça engendre ça engendrera de toute façon de plus en plus d'attaques. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui tend à s'étendre par rapport aux gains produits. Juste un petit chiffre introductif, mais qui est assez parlant. L'ensemble des bénéfices, parce qu'on peut parler de bénéfices à ce niveau-là, engendrés par les attaques cyber, c'est 6 000 milliards d'euros par an. C'est largement même au-dessus des gains engendrés par le trafic de stupéfiants, par exemple. Pourquoi aussi nous venons au niveau renseignement territorial un peu prêcher la bonne parole? C'est parce que c'est quelque chose qui tombe sous le coup de la loi. C'est un délit, la cyberattaque. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de contextualiser un peu le pourquoi de mon intervention. Après, nous verrons ensemble, si vous voulez, les différentes cyberattaques. Alors, une première précision, ça sera vulgarisé au possible. Alors, je ne suis pas ingénieur et je ne pense pas que ça soit l'intérêt du propos aujourd'hui. Ensuite, nous verrons en fait quelles sont les possibilités d'intervention pour vous de façon à rendre plus imperméable votre réseau. Donc ça sera une deuxième chose. Ça sera en fait des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques, pourquoi? Parce qu'on sait que au niveau des cyberattaques, 90% des cyberattaques sont dues à une erreur humaine. Donc c'est vraiment quelque chose de prégnant. Et donc, c'est, si vous voulez, une façon aussi de sensibiliser les gens à une vraie politique de sécurité économique entrepreneuriale. C'est la responsabilité de tous. Voilà, en gros. Et après, si vous le voulez bien, je serai tout à fait ouvert à la fin pour répondre à vos questions. Je trouve que ça sera plus intéressant de cette manière-là. Donc, concernant, si vous voulez, les cyberattaques, alors je vais vous donner les cyberattaques majeures, notamment que ce soit le ransomware, le phishing, le spear phishing et le whale phishing. Après, on pourra éventuellement vous expliquer ce que c'est qu'une attaque en DDoS, mais je ne suis pas tellement certain que ça soit quelque chose de vraiment intéressant pour vous, qui peut vous aider dans votre quotidien, ce qui peut vous aider à être plus vigilant. Le but, c'est ça. Pour commencer, on peut parler d'une attaque qui est très, 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 très répandue au niveau de la cyberactivité. C'est ce qu'on appelle l'attaque de phishing. Phishing, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En gros, vous allez recevoir un mail vérolé qui va vous proposer un lien. Ça peut être un lien avec un en-tête d'une entreprise que vous connaissez. Donc, c'est là, il faut être assez vigilant là-dessus. C'est-à-dire que ça peut être une publicité, ça peut être une offre de remise, ça peut être aussi, vous savez, les liens qu'on appelle à diffusion générale. C'est-à-dire qu'on vous demande de transmettre ce lien à vos correspondants immédiats suite à soi-disant une menace. Donc, être attentif dans un premier temps à ce type de lien vérolé. Qu'est-ce que ça va donner si jamais vous cliquez sur ce lien? Si vous cliquez sur ce lien, ça va vous envoyer sur un site développé par l'attaquant, qui va par exemple vous demander des données personnelles, vos données bancaires, vos données fiscales. On va peut-être aussi vous demander des précisions sur vos fichiers clients. Il faut savoir que, par contre, si vous transmettez ce type de données, vous vous mettez en grand danger parce que vous permettez après à l'attaquant
d'aller récupérer des données ou même de procéder à des retraits d'argent, parce qu'il y a eu des gens qui se sont vus proposer de donner un RIB par rapport à des transactions qu'ils n'avaient pas vraiment vérifiées et qui ont perdu des sommes d'argent assez astronomiques par rapport évidemment par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc ça, c'est un premier type d'attaque. C'est une des attaques qui est les plus généralisées parce qu'une des plus faciles à monter. Donc ça demande avant tout de la vigilance de votre part, de ne pas cliquer des liens sur lesquels vous n'avez déjà pas l'habitude d'entretenir. Si vous sentez le doute doit éveiller votre perspicacité, si je puis dire. Une autre attaque qui est dérivée du phishing, qui s'appelle le spear phishing. Alors là, c'est quelque chose d'un peu plus différent. C'est exactement le même fonctionnement, c'est-à-dire on introduit un lien vérolé qui est susceptible de vous faire sortir des données confidentielles. Mais par contre, là, il va y avoir une différence, si vous voulez. Dans le spear phishing, ça veut dire que ça entend d'abord que l'attaquant, ou le hacker, aura déjà suffisamment effectué de recherches vous concernant et aura réussi à relever des éléments saillants concernant votre mode de fonctionnement, des données peut-être sur votre type d'activité, ce qui simplifiera sa tâche quand il va vous envoyer un mail avec un lien, encore une fois, vérolé. Mais là, vous serez beaucoup plus enclin à justement aller à solliciter ce lien. D'accord ? Une troisième menace, toujours par rapport au phishing, c'est ce qu'on appelle le whale phishing. Le whale phishing, c'est un peu la chasse à la baleine, c'est en fait un peu la chasse aux dirigeants de sociétés qui sont susceptibles, plus que certains employés, évidemment, de détenir des informations stratégiques quant à leur politique entrepreneuriale, qui sont susceptibles aussi de débloquer plus rapidement des fonds ou d'intenter des actions qui seraient a posteriori dommageables pour l'ensemble de l'entreprise. Et encore une fois, là, il y aura eu, alors c'est les plus dangereuses. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un gros travail en amont de récupération de données, qui permettront de définir un profil type de la cible visée. Voilà. Quand je dis profil type, il faut savoir que vous générez, et ça, peu importe la taille de votre entreprise, vous générez de plus en plus de data. D'accord ? Alors, c'est un vrai marché, la data. Par contre, ça, c'est un marché légal. Il y a des entreprises qui sont chargées de collecter des informations concernant des secteurs d'activité ciblés sur les habitudes de consommation, sur les habitudes de production, sur les développements industriels afférents à la branche ciblée. Donc, tout ça, par contre, c'est parfaitement légal. Par contre, ça permet après à des attaquants, à des hackers, de justement collecter ces données. Et c'est très facile. Hein. Vous seriez surpris de voir à quelle rapidité on peut développer un profil et avoir une idée assez pertinente d'une entreprise sans jamais être rentré en contact avec elle, hein, uniquement sur le flux de données. Donc ça, ce sont des attaques qui ont tendance et qui vont de plus en plus se développer parce que malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore assez de méfiance de la part des entrepreneurs vis-à-vis de ce type de fonctionnement. Il faut savoir que les cyberattaques, on a toujours l'impression que ça va être par rapport à des entreprises du CAC 40 ou des grosses multis, mais pas du tout. Hein. Il y a rien qu'en région Aura, 65% des victimes de cyberattaques sont des TPE, PME. Et j'insiste bien sur les TPE. Même des entreprises auto-entrepreneuriales qui, elles, génèrent, mais ne serait-ce que par rapport des fois avec des fichiers clients, des prises de commandes, génèrent énormément de data qui peuvent être exploitées et qui ont été donc victimes de ce type d'attaque. Donc, c'est vraiment une problématique.
et qui amène après un deuxième type d'attaque, et là qui est quand même très, très préoccupant et très, très difficile après à contrer une fois qu'elle s'est développée, c'est le ransomware. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un ransomware? C'est un logiciel qui est utilisé pour rentrer au sein de votre réseau et de, par contre, chiffrer toutes vos données, c'est-à-dire ficher, reficher, enfin, chiffrer une nouvelle fois, par exemple, l'accès à votre fichier client, l'accès à à vos bilans, à votre trésorerie. Et après, ils vous proposeront de vous donner les codes, les nouveaux codes d'accès, évidemment contre rançon. Donc, ça peut s'avérer catastrophique. Ça a un coût. Il faut savoir que les entreprises victimes de ce genre d'attaque, généralement, 1 sur 2 ne s'en remet pas. Donc, c'est quand même assez sensible. Alors, je vais tuer le débat. Est-ce qu'il est opportun de payer la rançon exigée? Alors, on ne va pas se mentir, on est tout à fait conscient que beaucoup d'entreprises acceptent de payer ce type de rançon. Nous avons une préconisation qui est quand même tout autre, c'est-à-dire que nous préconisons de ne pas payer. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que déjà, les rançons exigées vont être payées en Bitcoin. Hein, on ne vous proposera pas d'aller déposer un sac au fond du bois à 500 km de chez vous. Ce n'est pas du tout le propos. Le deuxième élément très dérangeant par rapport à ce type de paiement, c'est que le Bitcoin, c'est absolument intraçable. Hein, c'était d'ailleurs une monnaie qui est très, très, très utilisée par les terroristes et par les trafiquants de drogue, par exemple. Donc, il n'est pas, encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire la morale et vous dire ce que vous avez à faire au sein de vos entreprises. Je suis juste là pour vous expliquer quelle sensibilité il y a au niveau de paiement de rançon. Et sachez aussi que plusieurs entreprises qui ont accepté de payer n'ont jamais récupéré leurs données. Donc, ça paraît, c'est comme une évidence, mais ça va mieux en le disant. Donc, face à ce type de problématique et d'attaque, qu'est-ce qu'il convient de faire? Eh bien, c'est de développer une véritable politique de sécurité informatique et de fait économique au sein de vos entreprises. Et ça, quel que soit, si vous voulez, la taille de l'entreprise. Notamment, alors, le but du jeu encore, là, c'est pas de vous effrayer, c'est juste de vous faire ressentir les enjeux. Les enjeux, pourquoi? Parce que quand on est victime de ce type d'attaque, c'est de l'argent. C'est des process que des fois vous avez développés et que vous avez laissés sur vos ordis qui sont récupérés par des entreprises dont, in fine, enfin, qui sont en bout de chaîne et qui utilisent des hackers pour vous, justement, en situation de compétitivité, quand on est justement parce que vous êtes un peu victime de votre succès, la FIBOA, c'est-à-dire que vous avez développé de plus en plus de technologies, l'attractivité va crescendo, hein, notamment sur tout ce qui est entreprise de seconde transformation bois. Je vois que j'ai beaucoup aussi d'architectes, donc ça c'est intéressant aussi, parce que vous intéressez beaucoup de monde à partir du moment où vous faites de la construction en bois, et beaucoup de concurrents, que ce soit même au niveau national ou européen, voire international. Hein, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, tout ceci nous amène à vous dire, voilà pourquoi on vient, voilà ce qui peut être, ce sont des bonnes pratiques. Encore une fois, ce n'est pas une doxa. Hein. Donc, la première bonne pratique, au niveau de comment se parer, au niveau de parer à des attaques, et des fois, c'est des trucs tout simples. Notamment, déjà, au départ, on parle d'authentification, c'est-à-dire, en gros, le mot de passe. On a encore trop souvent de personnes qui utilisent des mots de passe ou simples ou qui les laissent pendant plus de 6 mois sans les changer. Alors déjà, il y a quelque chose. Un mot de passe, ça se change périodiquement. Quand je dis périodiquement, ce n'est pas toutes les semaines, mais c'est peut-être tous les mois. Après, encore une fois, c'est vous qui voyez.
sur le mot de passe, il faut le complexifier. Alors, ce n'est pas juste pour le plaisir de faire souffrir les gens au niveau, et d'accentuer leur capacité cognitive au niveau de la mémoire, c'est parce que plus on rend un mot de passe… Alors, il n'y a pas de mot de passe qui soit indéchiffrable. Par contre, le but, c'est de le rendre le plus difficile à craquer, en fait. En gros, c'est ça. Donc, utiliser des mots de passe avec au moins, on considère à peu près une douzaine de caractères, avec des caractères spéciaux. Vous pouvez alterner majuscules, vous pouvez mettre des chiffres. Voilà. Alors, effectivement, vous allez me dire, oui, mais c'est très compliqué à retenir. Et nous, on a besoin des fois d'être pouvoir rapidement accéder à notre… oui, d'accord. Effectivement, ça c'est un fait, mais ça vaut quand même le coup. J'en veux pour preuve, on a eu récemment un cadre d'une entreprise Aura qui travaille en tant que fournisseur. Ce cadre-là n'était pas très réceptif visiblement aux préconisations qu'on avait effectuées, et avait fait un chiffrage, un encodage avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça peut paraître risible, mais c'est du vécu, hein, ce que je vous dis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Résultat des courses, des attaquants ont pénétré le réseau très facilement, évidemment, parce qu'il faut savoir que ces gens-là utilisent aussi des moteurs de recherche à impulsion qui balancent des milliers de codes, et c'est de l'ordre de la nanoseconde. Et je peux vous dire qu'un 2, 3, 4, 5, 6 s'est trouvé en même pas 10 secondes. C'est vraiment des temps très courts. Ça leur a coûté la perte d'un fichier client. Ça leur a coûté aussi une observation sur un projet qu'ils avaient en cours au niveau d'un process qui allait être normalement breveté. Ça n'a pas été le cas. Donc, ça peut avoir des conséquences chiffrées assez catastrophiques. En fait, ça a été une perte sèche pour cette entreprise qui s'apprêtait à bénéficier d'une levée de fonds, hein, c'est une start-up, d'à peu près 300 000 euros, en gros. Donc, vu que le process avait été diffusé, mais ça n'avait plus aucune valeur ajoutée. Et donc, ça a complètement pénalisé cette entreprise qui, maintenant, ne grandira pas, elle n'aura même pas le temps de passer en phase de scaling. C'est arrêt buffet. Donc, ça vaut peut-être le coup d'avoir des mots de passe qui soient efficients. Après, quand je vous parle de politique, une vraie politique de sécurité au sein de l'entreprise, c'est notamment aussi au niveau de la mise à jour des logiciels. Hein, les logiciels, ils ne sortent pas parfaits. Ils ont des failles, et notamment des serveurs comme Google, les rectifient régulièrement. Il y a des serveurs IBM qui travaillent sur ça. Donc, on a une répertorie des failles justement une répertorie de ces failles qui est généralement rectifiée dans la mise à jour de ces serveurs. Si vous ne le faites pas, vous prenez le risque d'une attaque encore plus grande. Hein. Il y a eu une administratrice d'un système d'information d'une PME qui ne mettait pas à jour ses logiciels. Elle a ouvert par mégarde donc une pièce, et suite à cette erreur, les attaquants ils ont pu utiliser la vulnérabilité qui émanait de ce serveur pour lui espionner des données sensibles et stratégiques de cette entreprise-là. Donc ça, c'est une deuxième chose. Après, je vous parlais de tout à l'heure alors ça, c'est des trucs tout bêtes aussi. Je vous parlais justement des codes. Un code, un encodage, une authentification, ça n'est pas fait pour rester sur un post-it dans le bureau. Alors, je ne connais pas exactement, mais je vois à peu près j'ai une liste de vos entreprises. Vous êtes peut-être amené évidemment à rencontrer des gens qui circulent dans vos locaux, qui peuvent être pleins de bonnes intentions, dans des démarches commerciales. Il y a des gens dont c'est le métier aussi, hein, d'observer ce qui se passe sur ce qui se passe autour des ordinateurs, ou du moins du réseau, et de regarder justement, d'observer justement s'il n'y a pas un code qui traîne, de le subtiliser et tout ça.
évidemment, encore, ça peut paraître assez bêta, mais ça a eu des conséquences directes, par exemple, sur une entreprise où on a récupéré, hein, c'était un personnel qui était dans une entreprise de propreté, dans une entreprise de nettoyage, et qui avait récupéré à peu près tous les post-it de la société dans laquelle il était chargé d'effectuer cette tâche et qui les a valorisés, croyez-moi, parce que cette entreprise a été effectivement, encore une fois, victime d'une cyberattaque le surlendemain. Autre chose, un code de sécurité, un code d'entrée, ça ne se prête pas. Ça, c'est quelque chose, en tant que chef d'entreprise, vous êtes responsable d'appliquer vraiment une charte par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas, si vous avez déjà un département informatique, on n'est pas censé partager ces codes. Un code vous engage. Et donc, par rapport aux conséquences que je citais tout à l'heure, ça peut être très, très, très problématique. Autre chose, concernant justement vous pouvez mettre en charte, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de développer une charte à la limite avec vos employés, et notamment ceux qui sont vraiment au cœur du réacteur, c'est-à-dire tout ce qui est secrétariat, en fait, tout ce qui touche, tous les personnels chez vous qui touchent à votre réseau, sur une activité réseau au sein de votre entreprise. Ce qui est intéressant aussi, c'est de bien différencier. Est-ce que, par exemple, c'est une question que je vous pose, je ferai la réponse, mais après, je serai intéressé d'avoir vos commentaires là-dessus. Est-ce que, par exemple, il est intéressant de laisser un profil administrateur réseau à n'importe qui? Voilà. Oui, je vois que monsieur, ça vous fait sourire, mais croyez bien que c'est du concret. Est-ce qu'il est intéressant aussi que n'importe quel personnel qui n'a pas forcément à voir avec avec le réseau informatique ou qui ne s'occupe pas de contact, qui ne fait pas de secrétariat, qui n'a pas de projet pour les archives, qui travaille directement dessus, est-ce que c'est intéressant, par exemple, de laisser ne serait-ce que même un mode utilisateur à des personnels qui n'ont strictement rien à voir avec le système informatique de votre société? Ça, c'est une question aussi. Le gros danger aussi concernant le profil administrateur. On ne va pas vadrouiller sur Internet à partir d'un profil administrateur. Alors là, par contre, c'est des gens qui normalement sont très au fait. Il y a eu une banque, une banque qui a, dans l'un des cadres, qui était pourtant un minimum acculturé justement aux problématiques justement de cybersécurité, qui était administrateur, donc qui avait un profil administrateur et qui est allé chercher des profils, un modèle de chaussures introuvable à sa fiancée. Alors, c'est encore une fois un petit peu risible, sauf que quand vous utilisez un profil administrateur, vous avez la vue et la possibilité de modifier n'importe quoi sur votre réseau entreprise. Ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur-là s'est fait craquer son code utilisateur et après, les attaquants ont eu accès à peu près à tous les fichiers. Et alors là, ils n'ont même pas eu besoin d'envoyer une attaque hyper sophistiquée, c'était du pain béni, vu que de toute façon, l'accès, ils l'avaient. Ils ont pu accéder à la trésorerie, ils ont pu accéder aux fichiers clients de cette banque, ils ont pu rentrer sur des données confidentielles clients sensibles. Donc, je vous laisse imaginer la catastrophe que ça a été quand la banque s'en est aperçue. Parce qu'après, ça a été particulièrement indolore en plus. Hein. Ils s'en sont aperçus que quelques semaines après. Donc, c'est vraiment des choses qui sont à prendre en compte. On ne donne pas à n'importe qui la possibilité d'être administrateur sur son réseau entreprise. On fait très attention à ne pas laisser de post-it, à ne pas laisser la moindre facilité, si vous voulez,
à des gens qui pourraient être épris de mauvaises intentions. Tout ça pour vous dire qu'il y a aussi, il y a une vraie problématique aussi sur, alors bon, ça je sais que c'est dans une entreprise, les collaborateurs, ça bouge aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout va bien, vous êtes très content, vous avez des collaborateurs qui sont épanouis. Il se peut aussi qu'au bout d'un moment, ces collaborateurs ne soient plus épanouis du tout, ou pour des raisons qui les regardent, décident d'aller dans une entreprise concurrente. Est-ce qu'il était nécessaire aussi de laisser, c'est pour ça que je reviens encore une fois à la fonction administrateur réseau, on a laissé des fois des gens collecter des données ultra sensibles pour l'entreprise et qui ont changé un peu qui ont changé d'entreprise, qui sont allés dans des entreprises concurrentes et qui disposaient de données stratégiques concernant votre entreprise absolument stupéfiantes. Ça, c'est une vraie question aussi et une vraie problématique. Et en plus, pour l'instant, à partir du moment où la personne, il y a peut-être une réflexion à avoir aussi, sur une discussion à avoir avec, si vous avez des collaborateurs qui vous quittent, savoir où ils en sont un peu, savoir exactement sur quel projet ils étaient impliqués, ou quelles étaient leurs fonctions au sein de l'administration, ou du moins du secrétariat de votre entreprise. Ça, c'est une vraie problématique aussi qu'il est bon de souligner. Ensuite, il y a une problématique aussi de gestion. Alors, bon, je sais qu'il y a des fois, il n'est pas question de réseau dans toutes les entreprises, mais je suppose que vous êtes pas mal d'entrepreneurs sur la liste que je vois qui utilisent justement un vrai réseau. Un vrai réseau qui est connecté directement à une borne Wi-Fi ou pas. Nous préconisons, alors là encore une fois, c'est uniquement une préconisation, d'éviter des bornes Wi-Fi qui rayonnent sur l'ensemble des ordis de votre entreprise. Pourquoi ? Parce que ça donne une facilité à des attaquants de venir capter de la donnée. Les réseaux Wi-Fi, ça bouge, hein, ce n'est pas fixé au mur. Hein. Ça, il faut le savoir. Un MC catching, ça vaut absolument plus rien. C'est tellement facile de s'en procurer. Il est tellement facile d'utiliser maintenant. Enfin, je veux dire, c'est à la portée du premier imbécile venu. Hein. Donc, ça aussi, c'est une problématique. Nous, alors, il y a des configurations aussi, des fois, de sites qui nécessitent, par contre, un réseau Wi-Fi. Par contre, il faut vraiment fonctionner sur, évidemment, des pare-feux efficients et aussi une utilisation de VPN. Ça, j'en reparlerai tout à l'heure quand je vous parlerai de vos téléphones portables. Je veux juste préciser, excusez-moi, M. Moget, qu'il est 12h33. Ah là là, oui, d'accord. Alors, je vais bien le temps des questions-réponses parce que je pense qu'il y en aura pas mal. Aussi pour préciser à l'ensemble des participants qu'on va vous remettre, on vous enverra par mail un mail sécurisé, un document qui reprend un petit peu tous ces éléments. Voilà. Pas la peine de prendre des notes, tout vous sera envoyé. Je terminerai juste sur quelque chose qui est très, très, très important, c'est la nécessité de sauvegarde. Il est très, très, très important, de façon à ne pas être pris dans une tourmente incroyable, de sauvegarder, mais quasiment de façon journalière, sur vos logiciels de travail, l'activité de la journée. S'il y a des process, pareil. Tout ce qui est, si vous avez des activités R&D, si vous avez des activités de process innovants, tout ça, sauvegardez-le. Sauvegardez régulièrement aussi vos fichiers clients. Ça, c'est très, très, très important. Pour deux raisons. Maintenant, alors, on parlera des clouds et tout ça, si vous le souhaitez, lors des questions-réponses. La sauvegarde, c'est primordial. Si jamais vous rentrez, si vous perdez des données et que vous ne les avez pas sauvegardées, ça peut être catastrophique pour votre entreprise. Notamment, je parle en termes de commandes, en termes de fichiers clients et en termes de données sensibles ou en termes de projets pour les architectes.
comment par contre, mettre, enfin, du moins, enregistrer, sauvegarder? Sauvegarder, il y a un bon moyen de sauvegarder de façon très sécure. C'est une méthode très ancienne qui peut paraître même un peu rétrograde avec l'apparition des clouds, mais je peux vous assurer que c'est vraiment la bonne méthode. C'est la méthode de tout sauvegarder sur un disque dur externe, d'accord, de façon plus que régulière, et que vous ne laissez pas dans l'entreprise. Vous éviterez deux choses. Si jamais vous êtes victime d'un ransomware et qui vous donné chez chiffré, vous pouvez les conserver. Vous avez de quoi les récupérer. Et ne pas les laisser, par contre, dans votre entreprise. Si vous avez un incendie, c'est un peu dommage. Voilà. La sauvegarde, c'est le premier, en plus des différentes méthodes que je vous ai énoncées, c'est vraiment l'activité fondamentale pour lutter efficacement si vous êtes victime d'une attaque cyber. Je veux dire, si on n'applique pas, c'est vraiment, à la limite, si vous deviez retenir qu'une seule chose, c'est ça. Avoir une activité de sauvegarde, avoir une activité de mise à jour, avoir une authentification efficiente, ne pas considérer que il n'y a rien d'acquis. Vous êtes vraiment dans un secteur, on parle de guerre économique, croyez-moi, ça n'est pas pour rien. Il faut que vous vous protégiez. Juste une question, parce qu'on a juste je terminerai un peu par ça. Imaginez-vous, vous rentrez dans votre entreprise, un jour, enfin, je sais que je ne vous le souhaite pas, vous n'avez plus accès à rien, vous avez des commandes qui attendent, vous avez des gens qui attendent après vous, des clients, et vous ne pouvez absolument rien sortir. Ça, c'est un de nos référents, justement, attaque informatique qui a suscité cette question. C'est très, très, très paniquant, hein, je peux vous assurer. Vous pouvez lutter efficacement si vous avez un serveur externe, absolument pas relié au réseau, et là-dessus, j'insiste vraiment. Hein. Ça, c'est vraiment les pratiques, mais je vais vous dire évidentes. Parce que 90% des attaques, je le répète encore une fois, qui réussissent sont dues à une faille humaine au sein de votre entreprise. Voilà, donc maintenant, je vous parlerai, par contre, si c'est une question et si c'est un souci, des entrepreneurs que vous êtes qui voyagent aussi et qui effectuent des voyages d'affaires. Si vous avez des questions là-dessus, je serais ravi d'y répondre parce que là aussi, il y a un petit protocole à appliquer, notamment sur le fait qu'il ne faut pas avoir il faut avoir un matériel dédié quand on part en voyage, avec un minimum d'informations qui n'intéresse uniquement la mission pour laquelle vous déplacez. Faire attention aussi avec les gens qui emploient, avec les personnels ou vous-même, qui emploient toujours le même ordinateur, que ce soit pour le travail ou pour la maison. Bien différencier, verrouiller les deux. Ça, c'est très, très important aussi. Maintenant, j'écoute vos questions. Merci beaucoup. Alors, écoutez, si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est de lever la main et de reprendre le micro, d'activer votre micro. Voilà, et puis je vous donne la main. Alors, moi, j'ai une question là qui est arrivée sur le chat. Comment est-ce que, justement, pour les mots de passe, comment on fait pour les retenir et où est-ce qu'on doit les noter? Est-ce qu'il faut les noter parce que si on les note sur un fichier informatique, c'est pas probant. Alors, il y a un truc, c'est une méthode de grand-mère. Excusez-moi, je ne veux froisser personne. Mais vous pouvez, par exemple, la noter au départ sur une feuille. Par contre, que vous gardez sur vous. Le but du jeu, ce n'est pas le problème du post-it. C'est de pouvoir la garder sur vous et de ne jamais laisser quoi que ce soit qui puisse être utilisé sur votre poste de travail. Une méthode, par contre, qui peut être intéressante par rapport à ça, c'est vous pouvez faire une phrase et prendre les premières lettres. Ça vous donnera facilement une dizaine de caractères. Vous pouvez alterner à travers ces lettres majuscules, minuscules. Tout est bon, en fait, il n'y a pas de code
indéchiffrable. Par contre, je vais vous faire une réponse un peu à la Vauban. Le but est de ne pas arrêter forcément l'adversaire, mais de créer une situation inconfortable pour lui et de lui faire perdre le maximum de temps. Voilà. Ok. Et alors, une autre question, on est victime d'une cyberattaque. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, voilà, par exemple, si on ne paye pas la rançon, vers qui on se retourne? On va déposer plainte? Alors, vous allez surtout déposer plainte. Ça, c'est la première chose à faire. Vous allez déposer plainte et vous êtes donc police, gendarmerie, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, un truc qui est bon, qui est important de faire aussi, c'est de débrancher votre système. Alors, ça ne résoudra rien, mais par contre, ça évitera une deuxième attaque. Il y a des attaques, par exemple, une attaque DDoS, qui est une attaque, en fait, ce qu'on appelle une attaque de déni de service. C'est une attaque, par contre, qui va saturer, si vous voulez, toutes les fonctionnalités de votre site et qui vont l'empêcher de répondre aux sollicitations de clients ou autres. Ces attaques-là, des fois, sont un préambule avec à d'autres attaques, des attaques de type worm, qui viennent après, une fois que votre système est complètement affaibli. Donc, le fait de débrancher rapidement, dès que ça peut au moins vous préserver d'une deuxième attaque plus grave. Voilà. Okay, alors et surtout, par contre, dans votre plainte, essayez de dater l'événement, d'estimer quelles sont les informations sensibles aussi de votre entreprise qui peuvent tout à fait avoir été démasquées. Ça, c'est important au niveau de la plainte. Précisez aussi peut-être au niveau de la plainte, si vous êtes en situation, par exemple, de joint venture ou autre, de co-entreprise, ça peut être intéressant aussi, parce que ça permet d'avoir un contexte. Alors, ça ne se fera pas au niveau de la personne qui va prendre votre plainte, mais après les services spécialisés, notamment les services de police judiciaire qui sont spécialisés en cybercrime, ça va leur donner des indices. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, par contre, gardez bien à l'esprit qu'une fois que l'attaque est effectuée, de toute façon, c'est très, très, très problématique. Et il n'y a pas de recette miracle. Une fois que l'attaque a touché au but, vous ne pouvez pas revenir en arrière. On ne va pas vous raconter que vous allez réussir à récupérer vos données, même si… C'est pour ça qu'on préconise de ne pas payer de rançon. Après, encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, pour les raisons que je vous ai énoncées tout à l'heure. C'est-à-dire que vous n'avez de toute façon aucune garantie d'avoir un jour vos données. Et certainement pas de pouvoir retrouver quel est l'attaquant qui a commis ce délit, bien évidemment. Merci. J'ai une question aussi. Avez-vous des conseils d'assurance? Toutes les offres se valent et comment choisir la bonne? Alors, effectivement, le cas d'assurer le risque cyber, c'est intelligent déjà, d'une part. Par contre, on va mettre un bémol de suite. Dites-vous bien que les assurances ne s'engageront pas sur quelque chose sur des remboursements qui seront autres, enfin, ils ne s'engageront pas sur des remboursements par rapport à des choses qui sont contractuellement acquis à travers justement votre prise d'assurance contre les risques cyber. Si c'est une faille humaine, par exemple, sachez une chose, c'est que l'assurance ne marchera pas. Ou alors, il faudra démontrer que c'est vraiment une personne totalement extérieure à l'entreprise qui a commis une intrusion. Là, par contre, oui. Les assurances, ça a été très, très problématique pour eux au départ parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient devoir s'engager là-dessus. Parce qu'effectivement, vu des fois les sommes en question qui sont soumises… Alors, de toute façon, vous n'aurez jamais un remboursement intégral. Ça, il faut le savoir aussi. Mais vu les sommes engagées, les assureurs, ils vont à tâtons. Et par contre, je peux vous garantir aussi qu'ils sont bardés de légistes qui ont vraiment des préconisations et c'est par contre couché noir sur blanc, vous allez être bardé un peu de casus belli. C'est-à-dire, ils vont vous énoncer toutes les causes dans lesquelles votre assurance ne marchera pas.
Après, j'aurais peut-être, si je peux avoir un conseil par rapport à choisir une assurance plutôt qu'une autre, essayez de prendre une assurance qui a quand même une antériorité justement par rapport au risque cyber, qui a peut-être un peu plus de légitimité que d'autres. Là, maintenant, c'est comme ils se sont aperçus que c'était un vrai marché. On va avoir à peu près tous les assureurs qui vont développer ce type d'activité. Mais il y en a qui étaient là un peu plus en amont. C'est peut-être intéressant de se tourner vers elles. Voilà. D'accord. J'ai une question aussi. Est-ce qu'on peut être certain que lors d'une copie de fichier sur un disque dur externe, on ne copie pas en même temps le malware? Alors ça, c'est la question à 100 000 $. Ah, bravo, celui qui l'a posé. Alors, je vais être très, très, très honnête. Je ne peux pas vous fournir une garantie là-dessus. Ceci dit, si vous avez déjà en amont mis des pare-feux, que vous utilisez un VPN, si vous ne laissez pas traîner sur post-it vos mots de passe, si tout ça vous l'avez effectué, vous pouvez aussi déjà ajouter un prisme, c'est-à-dire avoir peut-être un ordinateur dédié à cette tâche, qui peut être à la limite coupé de façon régulière du réseau. Après, vous vous en apercevrez très vite parce que par contre, quand on copie aussi quand on sauvegarde sur un disque dur externe, il peut y avoir des malfaçons et elles vont vous être dénoncées parce qu'il y a quand même des systèmes qui sont quand même assez bien foutus et qui vont dire, là, il y a peut-être des... Vous savez, je ne sais pas si vous avez des fois émulation de risque. Certaines sociétés de pare-feu le développent. Hein, c'est ça, c'est peut-être. Maintenant, vous dire qu'à tous les coups, vous êtes sûr de ne pas malheureusement envoyer un virus dans votre disque dur. Mais le problème, c'est pareil. Quand vous effectuez votre compta, vous pouvez des fois aussi sortir du réseau pour transmettre les résultats journaliers dans votre disque dur. C'est aussi un moyen de limiter encore plus les risques. Votre fichier client, je ne suis pas persuadé non plus qu'il soit bon de le laisser sur le réseau. Vous pouvez prendre un ordinateur dédié, mettre justement toutes ces informations-là et après seulement les transférer sur le disque dur. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Par contre, ce qu'on vous donne, c'est vraiment des recettes pour justement minimiser ces risques-là. Très bien, merci. Je donne la parole à Guénal Scolan de Fibois 38. Bonjour, une toute autre question. Moi, j'ai un adhérent récemment là, qui est vendeur de bois-bûches. Et bon, vous savez, le bois-bûche en ce moment, c'est un peu tendu. Qui s'est fait pas vraiment pirater son site internet, mais en fait, c'est un site écran qui est venu se mettre sur son nom de domaine, j'imagine, pour faire de la vente de bois-bûches. Donc, alors que lui-même n'en fait pas en ligne, je veux dire. Il ne fait pas de la vente en ligne, mais il s'est retrouvé avec un site écran sur son nom de domaine qui proposait de la vente de bois-bûches, donc aux particuliers. Est-ce que les entreprises peuvent se prémunir de ce genre de choses? Alors, attendez, vous me parlez d'un site écran, c'est-à-dire qu'il avait repris les coordonnées de l'adhérent en question, ouais. Mais ça, c'est un piratage informatique, quand même. Ouais, ça peut s'appeler une atteinte à l'image. Donc ça peut être dénoncé sous forme de plainte, parce que c'est un délit. Parce que ça sert à ça aussi. Ça, j'en profite pour rebondir sur votre question, madame. Il y a beaucoup aussi d'attaques informatiques qui n'ont pas d'autre but que de nuire à l'image d'une entreprise. Le cyberbashing, ça n'est pas fait que pour les personnalités. Ça se fait de plus en plus contre des entreprises par des concurrents.
et de pouvoir justement développer un argumentaire sur justement les précautions que vous prenez, ça peut être extrêmement valorisant pour votre entreprise. Parce que les gens, vos clients auront besoin de plus en plus d'assurance sur l'état de votre réseau, sur l'état de votre politique de sécurité. Ça, croyez-moi, ça va devenir de plus en plus actuel. Pour reprendre votre question, madame, vous me dites que c'était c'était une surimpression sur un écran. En gros, c'est ça? Oui, c'est un site de vente donc, qui est venu utiliser le nom de domaine de l'entreprise en question, donc, avec effectivement de la vente en ligne et tout ce que ça implique derrière. Est-ce que ce site-là proposait un lien, par contre? Est-ce que justement sur l'écran, il y avait un lien? C'était de la vente en ligne, hein, donc pour voilà. acheter du bois. Non, mais la vente en ligne, c'est une chose, mais ça n'a strictement rien à voir. Est-ce qu'il y avait une possibilité de connexion avec par un lien? Est-ce qu'on pouvait aller… J'ai pas vu en l'occurrence. Parce que sinon, c'est ce qu'on appelle justement, ce que je vous disais tout à l'heure, une attaque de phishing. C'est-à-dire, on prend le profil d'une entreprise qui est reconnue, identifiée. Donc, forcément, éventuellement, des clients à ce monsieur ne se méfieront pas et iront sur ce site. Là, par contre, c'est un site qui va être réservé à des attaquants qui vont peut-être leur demander des coordonnées bancaires, des commandes. Donc, ça, c'est vraiment… Alors, vous êtes en train de citer un parfait exemple d'une tentative de phishing. Voilà. Oui, c'était ça. Hein. Donc là, il faut qu'il aille porter plainte. Alors, porter plainte, il n'y a pas de préjudice là pour l'instant, on ne sait pas. Là, c'est votre client qui s'en est aperçu. Par contre, des clients à lui ne lui ont pas répercuté des problématiques en ce sens. Ça, je l'ignore, non, à ce stade. D'accord. Mais sinon, alors, c'est vraiment le profil type d'une attaque cyber phishing. C'est-à-dire qu'on prend un site qui est avec un nom de client, qui est reconnu de tous parce que c'est un professionnel reconnu, et on va se servir de ça, soit pour soutirer de l'argent aux personnes, soit pour aller introduire après un virus et piller le réseau, enfin du moins le système informatique de l'entreprise cliente. Voilà, vous avez cité le parfait exemple. Voilà. Par contre, après, sur le dépôt de plainte, mais là, il faut quand même qu'il y ait un préjudice reconnu. Soit une divulgation de données, soit une observation, mais ça, c'est très, très, très compliqué à établir. Et là, pour l'instant, vous m'excuserez, mais je n'ai pas assez d'éléments pour vous dire… Non, mais c'était aussi une illustration. Voilà, tout à fait. Pour les participants. Okay. Merci. Et alors, j'ai une question qui est plutôt une observation. Il existerait une plateforme Udemy sur laquelle on peut prendre des cours d'anglais, par exemple, pour 30 €. Et sur cette plateforme, on peut prendre des cours de hacking pour prendre le contrôle d'un ordinateur à distance et craquer les mots de passe. Donc voilà, c'est une information, mais c'est quand même assez fou que ça puisse exister. Alors, il faut savoir qu'il y a un partenaire institutionnel qui est incontournable en matière de sécurité informatique. Bon, alors ça, ne prenez pas de note parce que ça sera transmis par Madame Muller suite à la nota bene que je lui ai laissée. C'est l'ANSSI. Il propose des formations justement sur la cybercrime. C'est un partenaire incontournable parce que là, par contre, il y a toute une batterie d'ingénieurs qui sont habitués dont c'est le métier, de lutter justement contre cette cybercriminalité. Ils ont des petits tutos qui sont très, très, très intéressants. Parce que là, encore une fois, très, très, très synthétiques et qui peuvent vous apporter des solutions, notamment que ce soit pour est-ce que je peux vraiment instaurer un mot de passe pertinent. Enfin, ce que je vous ai expliqué, ils ont aussi des tutos qui sont très, très, très valables en ce sens. Par rapport aussi à des formations de sensibilisation de vos personnels. Ça, c'est parce qu'il y a vraiment aussi une idée maîtresse là-dedans, c'est que la sécurité informatique d'une entreprise, c'est l'affaire de tous. Ils ont aussi sur leur plateforme comment établir une charte au sein de mon entreprise. Ça peut être intéressant. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres… Est-ce qu'il y a des questions? Non, a priori.
Est-ce que vous vouliez parler des téléphones portables? Est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus, Monsieur Mauger, pour conclure? Je ne sais pas s'il y a des précautions particulières à prendre. Alors, oui, sur les téléphones portables, notamment si vous avez l'occasion de vous rendre à l'étranger ou même en France, un téléphone portable, c'est comme un ordinateur. Hein. Il faut savoir que si jamais vous avez des données et des codes d'accès qui permettent de correspondre par rapport à des données stratégiques, enfin du moins de votre entreprise, un téléphone portable, c'est pareil. Vous allez des fois avoir des rendez-vous dans des restaurants, dans des lieux qui ne sont pas dédiés à des entretiens. Il est très, très bon d'avoir un VPN. Un VPN, qu'est-ce que c'est? Un VPN, ça va vous permettre d'avoir des translations avec la Wi-Fi sécurisées, car chiffrées. Et c'est surtout que ça va permettre d'avoir un IP déporté. C'est-à-dire que vous allez vous trouver peut-être à Marseille, mais par contre, votre IP ressortira à Paris, à Strasbourg ou autre. Ça, c'est selon vos choix. Donc, c'est quand même très pratique et ça sécurise vos données. Si vous partez, par exemple, à l'étranger, emmenez du matériel dédié. Ou alors, munissez-vous, par contre, de VPN puissants, vraiment efficients. Que ce soit pour votre ordi portable ou votre portable cellulaire. Il vaut mieux se connecter en Wi-Fi ou en 4G avec son téléphone, alors? Plutôt en 4G? La 4G, c'est une Wi-Fi. Enfin, c'est une intensification au niveau des ondes. Il n'y a pas de problématique. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, la Wi-Fi, c'est très pratique parce que ça ne pompe pas directement ça va augmenter la réactivité de vos réponses et de vos sollicitations. Mais si vous n'avez pas de nécessité, vous pouvez même la couper, tout simplement. Parce qu'il y a des personnes assez mal intentionnées qui choisissent certains sites ou des lieux sociaux, que ce soit le café, pour justement verrouiller la Wi-Fi du lieu et pomper des données d'à peu près toutes les personnes qui se trouvent attablées. C'est quand même gênant. Ok. Merci. Mais écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Il est presque 13 heures. Merci pour votre attention. Je vous enverrai le lien sur l'enregistrement et je vous enverrai aussi les documents qu'a préparé M. Mauger. Ouais. Juste une dernière chose. Vraiment, si vous deviez retenir une chose, c'est les sauvegardes, l'authentification, pas mélanger travail et vie personnelle sur vos ordinateurs, avoir en fait une politique mature, enfin, du moins avoir une attitude mature par rapport à l'outil cyber. Voilà. Merci de votre attention et de toute façon, sachez aussi qu'on est là, si vous aviez d'autres sollicitations dans ce domaine-là, vous pouvez nous solliciter, on sera ravis de venir approfondir des points si vous avez des imprécisions ou des choses que vous aimeriez vraiment revoir ou qu'on en rediscute, on est à votre disposition. Je donnerai merci à tous. Merci à tous et bon appétit.